Bonjour à toutes, bonjour à tous, ou rebonjour si vous avez déjà suivi la partie 1 de notre vidéo sur l'étude de la construction européenne. Je vous renvoie donc à cette première vidéo pour étudier comment se passe la mise en place de la CECA et de la CEE. Et nous allons maintenant nous intéresser à l'Union européenne créée à travers le traité de Maastricht. Donc nous sommes en 92 et c'est le troisième traité européen auquel nous intéressons. On s'est intéressé au traité de 51, au traité de Paris, qui met en place la CECA, au traité de Rome en 57, qui met en place la CEE, Communauté économique européenne. En 92, dans la ville de Maastricht, est signé le traité qui va créer l'Union européenne, UE, qui pour la première fois va mélanger un objectif politique aux objectifs strictement économiques des organisations précédentes. Donc il y a un rapprochement politique des pays européens signataires de ce traité. C'est pour ça qu'on se pose 3 questions sur le traité de Maastricht, nouvelle étape de la construction européenne que nous allons maintenant étudier. Vous les avez vus ? Donc, à ce moment-là, François Mitterrand est président de la France de 80 à 95 pendant 14 ans. Il annonce le référendum pour la ratification du traité puisque, et on l'a vu dans la vidéo précédente, toute décision européenne d'organisation nouvelle ou d'adhésion à l'Union doit être ratifiée par la population. Donc, François Mitterrand va d'abord faire le bilan dans son discours de ce à quoi a servi la construction européenne. Donc regardons pour Mitterrand à quoi elle a servi. Donc pour lui, c'est une construction politique ambitieuse qui a une première victoire de vieilles nations qui se sont longtemps combattues ont été réunies parce que toute guerre est impossible entre ceux qui constituent l'Union européenne. Donc ça, c'est la grande victoire de la construction européenne. Tous les pays signataires ne se sont plus fait la guerre alors que ça faisait 2000 ans qu'ils se la faisaient. Si l'Union européenne est actuellement une zone de paix, alors qu'elle a créé en son sein les 2 conflits mondiaux de 14-18 et 39-45, c'est parce que les pays d'Europe et les peuples d'Europe ont arrêté de se détester profondément et de se faire la guerre parce qu'ils collaborent économiquement et politiquement ensemble. Donc cette construction européenne-là, même si elle a d'énormes défauts, même si on peut lui critiquer beaucoup de choses, même si on a le droit tout à fait de ne pas être d'accord avec les enjeux actuels qu'elle met en avant ou bien les réalisations politiques actuelles, n'oublions pas qu'elle a tout de même permis, et ça c'est clair, d'éviter le retour d'une guerre dans une zone qui était en guerre continuelle auparavant. Deuxième chose, donc ça c'est ce que dit Mitterrand, on va d'ailleurs le marquer tout de suite. Donc en 92, lorsqu'on ratifie le traité de Maastricht, grand succès de l'Union européenne, c'est la pacification de l'Europe. L'Europe, le continent. Alors, 3 mesures vont nous être expliquées dans le deuxième paragraphe par François Mitterrand. 3 mesures que le traité de Maastricht crée. Première chose, une monnaie unique, aujourd'hui c'est l'euro. Une banque centrale unique. Auparavant, chaque pays disposait d'une banque centrale. Là, on va avoir une banque centrale européenne, la BCE, qui existe toujours aujourd'hui, qui va être chargée de gérer l'euro et de gérer justement cette monnaie pour le compte de tous les pays qui ont accepté de devoir remplacer leur monnaie nationale par la monnaie européenne, et un marché unique. Et il essaye d'envisager quelque chose qui a été encore peu mis en place, une citoyenneté européenne, pour faire considérer chaque habitant de l'Union qui est citoyen d'un pays membre comme un citoyen de l'Union européenne afin de renforcer encore l'adhésion des peuples et de renforcer leur volonté à vivre et travailler ensemble. Encore un petit... Si je tapais pas sur la table, ça marcherait peut-être mieux. Décidément. On va dire que c'est bon, que vous voyez quand même. Voilà, le mieux est l'ennemi du bien.
Donc, après cette perte de temps fantastique, maintenant, 3 mesures donc que François Mitterrand voit dans le traité de Maastricht. Oui, je ne vais pas faire de coupure parce que sinon, avec la taille des fichiers, ça me prendrait énormément de temps de pouvoir vous les poster si je faisais encore du montage. OBS me permet de ne pas faire de montage, c'est déjà bien. Voilà, fin de l'aparté. Donc, le traité de Maastricht, monnaie commune, Banque centrale européenne, donc banque centrale, marché unique. Donc la grande nouveauté, c'est que vous n'avez pas qu'une union qui soit une union économique. Pour mettre en place une politique monétaire commune, comme je viens de le dire, il faut une politique commune. Donc on va avoir une union qui sera à partir de là à la fois politique et économique. Et pour Mitterrand, il est très important de se sentir citoyen de l'Europe pour éviter les conflits et renforcer les liens entre peuples, donc la puissance de l'Union européenne. Alors, justement, cette citoyenneté européenne, comment ça marche ? Qui devient citoyen européen grâce à Maastricht ? Alors, 3 questions sur ce que vous voyez à gauche. C'est bon ? Alors, qui devient citoyen européen grâce au traité de Maastricht ? Comme vous l'avez vu, toute personne ayant la nationalité d'un État membre est citoyen de l'Union européenne. Donc tout national d'un État membre de l'Union est citoyen européen. Quels sont les droits ? En tant que citoyen européen, vous avez le droit de circuler et séjourner librement sur le territoire des États membres. Ça pose problème actuellement aux Anglais, notamment vivant en France, ou aux Français vivant au Royaume-Uni. Il a fallu mettre en place des papiers spécifiques. Et par exemple, des gens qui avaient des droits politiques dans le pays où ils résidaient, donc des Anglais en France qui avaient des droits politiques et qui étaient élus, et c'est l'article 8b1 qui nous le dit, plus le droit maintenant d'être élus, parce qu'ils ne sont plus membres de l'Union européenne. Ils ont donc dû rendre leur tablier de conseiller municipal, par exemple. Puisque vous aviez le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où vous résidez du moment que vous êtes citoyen européen, c'est-à-dire national d'un autre pays de l'Union européenne. Donc pour récapituler, quand vous êtes un citoyen européen, c'est-à-dire un citoyen national de n'importe quel pays de l'Union européenne, vous pouvez voter aux élections municipales dans l'État où vous vivez, même si ce n'est pas votre pays dont vous êtes citoyen, et vous pouvez être élu aux élections municipales. Vous pouvez également circuler et séjourner librement sur le territoire des États qui sont membres sans avoir besoin d'un passeport. Et regardez, dernier point, le 8b2, vous avez le droit de vote et d'éligibilité aux élections européennes dans l'État où vous résidez. C'est-à-dire que vous voterez par exemple pour les députés européens français si vous êtes un Allemand vivant en France. Donc, si on fait le compte, qui devient citoyen ? Donc, il s'agit des citoyens des pays membres. Les droits des citoyens européens. Donc, libre circulation et séjour. C'est-à-dire que vous avez le droit de vous installer dans un autre pays d'Europe que le pays qui est votre pays de nationalité. Dans le domaine des déplacements, c'est le cas. Deuxième chose, dans le domaine du vote, vous allez voter aux élections municipales. Plus vous allez être éligible, vous allez pouvoir être élu, et vous allez voter aux européennes. Dans le pays où vous résidez.
Donc voilà. Alors cette citoyenneté européenne, pour l'instant, elle n'a pas remplacé les citoyennetés nationales. On ne se sent pas, personne ne dit, quand on lui demande d'où il vient dans le monde, je suis européen. Pour l'instant, c'est quelque chose qui a des conséquences, comme vous le voyez, sur les vies des habitants et des citoyens justement de cette union, mais qui n'est pas encore rentré complètement, qui n'a pas été intégré par les citoyens qui continuent à utiliser leur citoyenneté nationale pour se définir. Pour organiser tout ça, il faut bien avoir des institutions en commun. Alors là, on va rentrer dans le vif du sujet, vous allez voir que c'est compliqué, parce que ces institutions européennes, elles sont complexes. C'est le cadre de 5 questions qui sont du côté droit de votre feuille. J'essaie de vous le mettre en plus grand possible. Je ne pourrais pas faire beaucoup mieux que ça. Voilà. Alors, ces institutions, elles sont déjà situées dans différents endroits et elles ont différents rôles. Il faut bien organiser toutes ces politiques européennes qui maintenant se retrouvent dans un spectre très large, entre d'un côté les politiques économiques et de l'autre côté les politiques culturelles, les politiques sociales, de tout le volet justement organisation politique de l'Europe. Alors, regardons maintenant les réponses aux questions 7 à 11. Vous avez pu le voir, si vous avez regardé et vous avez fait pause, il y a 3 villes qui ont été choisies, notamment par rapport à leur place plus ou moins centrale dans l'Union européenne, pour être des villes qui ont un caractère spécial en Europe parce que c'est le siège de différentes institutions. Vous avez Bruxelles, vous avez Luxembourg, et vous avez Strasbourg. Alors, il y a des institutions qui ont différents rôles. Donc, question 8. L'institution européenne qui est élue directement par les peuples des pays membres s'appelle, comme vous l'avez vu, le Parlement européen. Vous avez 751 députés élus pour 5 ans, donc des députés européens, au suffrage universel, direct, donc par des élections des citoyens des États membres. Donc, Parlement européen. Donc, les députés européens du Parlement européen. Qu'est-ce qu'ils font ? Comme vous avez pu le voir, ils partagent le pouvoir de discuter et d'adopter les lois avec le Conseil de l'Union européenne, composé des ministres des États membres. On verra pourquoi juste après. Donc, ils ont un pouvoir législatif et ils ont un pouvoir de contrôle de la Commission européenne qu'on verra aussi. Donc, eux, ils ont un pouvoir législatif. Et de contrôle. Alors là, c'est compliqué. Parce que si normalement les choses se passaient facilement en Europe, vous auriez le Parlement européen qui a le pouvoir législatif comme l'Assemblée nationale et le Sénat en France, et voilà. Sauf que l'Union européenne n'est pas un pays, mais une association de pays. Et chaque pays de l'Union européenne a beaucoup de mal à déléguer sa souveraineté au statut européen. Par exemple, la France veut conserver un certain nombre de lois qui font sa spécialité française, notamment les lois dans le domaine culturel, ce qu'on appelle l'exception culturelle française. Donc, chacun de ces pays n'a pas voulu déléguer directement au Parlement européen le droit de tout décider. Il va y avoir un mélange extrêmement complexe dans les décisions entre le Parlement européen composé de gens élus et les ministres des États membres dans les domaines concernés et les autorités politiques de chaque État membre. Les deux vont devoir s'arranger pour prendre des décisions. Et c'est ça qui fait la lourdeur énorme de l'organisation politique européenne. Donc comme vous pouvez le voir, c'est une des limites fortes de l'Union européenne actuellement. C'est que son organisation est extrêmement complexe et qu'un pays membre qui veut sauvegarder ses propres lois et pas adopter des lois communes peut faire bloquer toute l'organisation législative et exécutive de la bureaucratie européenne. Donc l'Union européenne, c'est quelque chose de compliqué à ce niveau-là. L'organisation politique européenne, elle est compliquée volontairement par les États pour leur permettre de déroger à certaines mesures. Donc, vous n'avez pas, notamment dans le domaine législatif, une décision par les seuls députés européens élus par la population, mais elle est mélangée
le pouvoir de discuter et d'adopter les lois, et le budget de l'Union européenne est un mélange entre le Conseil de l'Union européenne, composé des ministres des États membres dans les domaines concernés par les discussions, et par le Parlement. Donc c'est complexe. Donc il y a des institutions qui servent aux mêmes choses que le Parlement européen, mais qui ne sont pas composées des mêmes personnes. Par exemple, elles sont composées des membres de gouvernement des pays de l'UE. Donc vous avez pour ça le Conseil européen. Le Conseil européen, lui, c'est les chefs d'État et gouvernement qui fixent les grandes orientations. Et puis, vous avez le Conseil de l'Union européenne. En plus, les noms sont très proches, donc c'est encore plus compliqué. Et eux, ils vont avoir deux rôles spécifiques. Le Conseil européen a pour rôle de fixer les orientations de la politique, et le Conseil de l'Union européenne de partager le pouvoir législatif. Donc vous avez un pouvoir qui est à la fois exécutif et législatif. Attention, il n'y a pas de président de l'Union européenne. Ça aurait simplifié les choses aussi d'avoir un président de l'Union pour une organisation. Eh bien non. Chaque président de l'Union européenne est en fait un président élu pour 2 ans et demi, renouvelable une fois. Il est président du Conseil européen et pas appelé président de l'Union. Il y a une présidence tournante. En fait, chaque pays devient le chef des délégations et organise les réunions suivant des sujets notamment qu'il décide tous les 6 mois. Donc c'est extrêmement compliqué. Et pourquoi il n'y a pas de président européen ? Parce qu'aucun pays n'a voulu avoir au-dessus de son propre président une autorité supérieure. Ça voudrait dire dans ces cas-là que les lois spécifiques à ce pays sont vraiment dominées par les lois européennes. Donc, vous avez quelque chose, l'Union européenne à ce moment-là, qui essaye d'avoir une puissance et d'imposer des décisions à l'ensemble des pays membres, alors que la plupart des pays membres eux-mêmes refusent de mettre en place certaines de ces décisions et ont créé une organisation politique qui déleste l'Europe de sa capacité à imposer les choses. C'est complexe, hein ? Eh bien oui, mais c'est la réalité. La réalité, elle est super complexe pour l'Union européenne. Cette complexité, il est difficile de la traduire simplement parce qu'elle est volontaire. Il y a un mélange entre des autorités qui sont, comme le Parlement européen, créées par des élections de l'ensemble des citoyens de l'Europe et de l'autre côté, des autorités qui représentent les États. Et ce mélange-là, ce frottement, il produit la plupart des dissensions et des blocages de l'Union européenne actuelle. Alors, les grandes décisions politiques, quant à elles, c'est la question 10, vous les trouvez dans le Conseil européen. Et vous avez ensuite, regardez bien, une commission européenne composée de 28 commissaires, un par État membre, donc maintenant 27, qui ne représentent pas les États membres, mais qui représentent l'intérêt général européen pour proposer les lois. Donc normalement, puisque la politique européenne est fixée au Conseil européen, puisqu'elle est imposée par proposition de loi par la Commission européenne, puis par vote des lois par le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen, l'Union européenne devrait avoir le droit d'imposer des lois à tous les pays membres. Parce que l'Union européenne est bien composée d'un pouvoir législatif. C'est le Conseil de l'Union européenne plus le Parlement européen plus la Commission européenne qu'il possède. La Commission européenne propose les lois, elles sont votées conjointement par le Conseil de l'Union pour le Parlement européen. Et vous avez également une organisation avec un pouvoir exécutif qui doit fixer les grandes orientations, etc. Donc, une organisation compliquée, mais qui est résumable comme ceci. La gomme, elle est là.
Donc si on doit résumer à quoi servent l'ensemble de ces institutions, donc le Conseil européen, lui, il fixe les orientations politiques, donc il fait toutes les grandes décisions, il les propose. La Commission européenne, elle propose les lois. Donc c'est les projets de loi, il propose. Et le Conseil de l'Union européenne et le Parlement européen votent les lois. Oublie mon S à loi. Hop. On va essayer de le placer plus ou moins correctement. C'est pas grave. Donc, les grandes décisions, proposition des lois, vote des lois. Donc voilà l'organisation politique européenne complexe mise en place en 92 au traité de Maastricht, dont le but est de créer une organisation à la fois politique et économique. On résume tout ça sur notre frise chrono. Donc en 1992, moment où il y a 12 États membres, le traité de Maastricht a pour but d'avoir un poids politique et économique mondial. On met en place une monnaie commune. Ce sera l'euro créé en 2002, donc dans toute la zone euro, parce que tous les pays n'ont pas accepté, par exemple, de passer à l'euro. Donc à partir de là, tous les pays acceptants créent une zone qu'on appelle la zone euro en 2002. On met en place une citoyenneté européenne, comme on l'a dit, et des institutions communes, le Conseil européen, la Commission européenne, le Conseil de l'Union européenne, le Parlement européen, avec des lois communes qui s'imposent à tous les pays de l'Union européenne, mais une organisation politique compliquée et pas toujours fonctionnelle. Il y a donc à la fois des points forts et des difficultés. Et la première difficulté, on vient de le dire, c'est qu'il y a une faible puissance de l'Union européenne dans le domaine notamment diplomatique et politique. L'Union européenne, c'est quelque chose qui est extrêmement complexe. Donc il y a assez peu actuellement de politiques européennes qui ont réussi à être mises en place. Et le Brexit nous le prouve. Il y a des pays qui refusent d'appliquer les décisions européennes qui sont jugées contraignantes et qui cherchent à sortir de l'UE et qui ont même pour un d'entre eux, le Royaume-Uni, réussi. C'est pour ça que, avec 2 textes, on peut étudier maintenant les difficultés et les enjeux dans l'Union européenne actuelle. Donc, dernière étude de cas. Alors, première chose, on va étudier une politique spécifique de l'Union européenne qui est peu fonctionnelle actuellement, la politique de l'Europe de la défense. Le texte de gauche va vous le montrer avec les 3 questions qui sont en dessous. Regardez-le bien. Voilà. Donc le texte de gauche, regardez-le bien, vous avez 3 questions à vous poser. Vous avez vu ? Alors, dans ce texte, vous voyez bien qu'il n'existe pas une armée de l'UE. L'armée de l'Union européenne n'existe pas. Ça serait utopie, ça serait impossible. Pourquoi ? Il y aura un blocage des chefs d'État. Chaque pays veut conserver une souveraineté militaire. Une armée européenne obligerait les pays, par exemple, à accepter des guerres. Imaginez, il y a une armée européenne, l'Allemagne veut rentrer en guerre avec un autre pays, il y a une majorité de pays européens qui sont d'accord, la France n'est pas d'accord, et dans ces cas-là, elle serait obligée d'y aller s'il n'y avait qu'une armée européenne. C'est pour ça que l'armée européenne n'a pas été encore créée. Chaque pays n'a pas voulu distribuer une partie de sa souveraineté militaire à l'Union. Mais c'est aussi une grande preuve d'impuissance. L'Union européenne ne peut pas taper du poing sur la table. Je vais essayer de le faire, sinon je vais éviter de le faire, sinon je vais encore bouger ma caméra. Et elle ne peut pas taper du poing sur la table, donc pour dire je vous impose quelque chose, par exemple à la Chine. Parce que l'Union européenne n'a pas de puissance militaire qui lui permette de parler d'une voix forte sur l'échelon international. Il ne peut pas prendre de grandes mesures coercitives. Donc, pourquoi ? Alors on a 3 raisons qui sont visibles cette fois-ci dans la deuxième question. On va déjà répondre à la première. Donc, première question, une armée de l'Union européenne existe-t-elle ? Non. Et il y avait un blocage de certains États. Alors pourquoi ? C'est État avec un E, évidemment. Il y a des pays
Première chose, nous dit le texte, qui ne veulent pas entreprendre pour des raisons idéologiques ce genre de projet sous drapeau européen. Ils acceptent des coopérations, mais ils sont réticents. Donc certains pays sont méfiants. Premier cas, méfiance de certains pays. Ces pays-là ne veulent pas déléguer leur puissance militaire à d'autres. Second point, c'est l'état des armées. Il y a des pays qui ont un énorme budget militaire et d'autres qui n'ont presque pas d'armée. Donc il y a une différence. Donc entre pays, il y a une différence d'armée et de budget. Et puis, il y a certains pays d'Europe qui ne voient pas pourquoi. Puisque l'OTAN existe, rappelez-vous, l'organisation du traité de l'Atlantique Nord qui protège l'Europe en la mettant sous la protection du bouclier nucléaire américain. Donc dans une Europe qui est actuellement en paix, les menaces semblent éloignées et certains pays ne voient pas pourquoi ils devraient mettre du budget pour la création d'une armée européenne. L'UE est-elle une grande puissance militaire mondiale ? Non. Tout bête. Il n'y a pas d'armée européenne. N'étant pas une grande puissance militaire mondiale, l'Union européenne ne peut pas exiger un certain nombre de choses à l'échelle du monde. Voilà. Donc vous voyez qu'il y a des limites à la puissance européenne. En fait, sa puissance, elle est surtout économique et les limites sont surtout politiques. Et justement, ces limites politiques sont prouvées par le départ anglais, passé au moment de notre fameux Brexit. Donc attention, ça ne fait pas de l'Angleterre un pays dictatorial, pas du tout. L'Angleterre, questions 4, 5 et 6, est bien une monarchie et une démocratie. Comme on l'avait vu, c'est possible d'être les deux, puisque vous avez un Premier ministre, actuellement Boris Johnson, qui est, lui, élu et qui a l'autorité politique, pas la reine. Donc, il y a bien un roi ou une reine. Ce n'est pas elle qui dirige le pays, mais le Premier ministre, actuellement Boris Johnson, à l'époque du texte, 2017, Theresa May. Donc, le Brexit, qu'est-ce que c'est ? Et ensuite, pourquoi a-t-il eu lieu ? Donc, qu'est-ce que c'est ? C'est tout simplement le British Exit. Donc, organiser la sortie de l'Union européenne. Suite à un référendum par la population, ce Brexit a été ratifié. Pourquoi ? 3 raisons. Justement, comme on l'a dit, l'Union européenne a la possibilité d'imposer des lois, ce que certains Britanniques ne voulaient plus. Ils estiment qu'ils préféreraient garder leur argent plutôt que le distribuer à l'Europe pour des aides qui vont toucher d'autres zones, on le verra juste après. Et ils en ont assez justement de l'espace Schengen. Alors ils n'y ont jamais eux-mêmes souscrit, mais la citoyenneté européenne et la possibilité de s'installer, de travailler librement au Royaume-Uni en étant un Européen national d'un autre pays de l'Union ne convient plus à certains Anglais. Donc pour des raisons de politique interne, il y a bien eu un British Exit, c'est-à-dire un départ du Royaume-Uni qui nous prouve une fragilité politique de l'Union européenne. Donc, le Royaume-Uni est à la fois une monarchie et une démocratie. Il y a bien une reine, plus un Premier ministre élu, qui a l'autorité politique. Le Brexit ou British Exit, c'est la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. Qui a décidé de faire entrer cette mesure en application ? C'est le Royaume-Uni par le biais d'un référendum populaire. 3 raisons. Donc, première raison,
l'UE impose des lois aux pays qui y participent. On a vu que c'était les conditions sine qua non pour qu'une organisation politique puisse fonctionner. Deuxième raison, donc l'UE estime certains Anglais leur coûterait de l'argent, notamment parce que le Royaume-Uni donne plus d'argent à l'Europe qu'il en reçoit. On verra justement pourquoi après. Donc l'UE demande plus de fonds qu'elle en donne au Royaume-Uni. Je marque RU pour Royaume-Uni. Et enfin, troisième chose, c'est la citoyenneté européenne. Qui pose problème à certains Anglais. La libre installation donc des citoyens européens sur le sol anglais. Donc voilà les trois raisons pour lesquelles le Brexit a eu lieu. Bloquer les frontières anglaises pour empêcher la libre circulation des citoyens européens, empêcher que l'UE impose des lois et ne plus faire d'aide européenne. Alors ça, il faut bien comprendre pourquoi. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire d'aide européenne ? Vous n'avez pas, et on l'étudiera ensemble, que des zones qui sont d'une extrême richesse en Europe. Notamment, regardez bien, il est très simple de comprendre quels sont les pays qui sont les plus pauvres d'Europe actuelle. Ah bah oui, c'est les pays de l'Est. Il y a des pays du Sud qui sont pauvres, comme la Grèce, comme l'Espagne et le Portugal, ou bien le sud de l'Italie. Alors pas toute l'Espagne, le sud aussi, le Portugal, le sud de l'Italie. C'est des pays qui ne sont pas très riches, ils sont moyennement riches à l'échelle mondiale. Vous avez tous les pays, surtout de l'Est, qui sont d'anciennes zones communistes, qui ont une économie qui a été beaucoup moins puissante pendant très longtemps et dont le niveau de vie est bien plus faible. Et donc, tous ces pays-là vont être aidés par l'Union européenne qui distribue dans le FEDER, le Fonds européen de développement et d'entraide régionale, des sommes d'argent. Et donc, ces sommes d'argent profitent à cette zone majoritairement, à l'est de l'Europe. Un petit peu également aussi au sud de l'Europe, dans les régions les plus touchées par des crises. Ça veut donc dire que les zones que maintenant je vais entourer en bleu, c'est-à-dire le nord de l'Europe et l'ouest, composées des zones de richesse, on peut encore rajouter en jaune le sud de l'Italie qui bénéficie d'aide, ainsi que voilà. Donc toutes les zones que j'ai mis en bleu, elles, dans le cadre du FEDER, elles vont donner de l'argent sous forme d'imposition qui va arriver aux zones qui sont en jaune et surtout aux zones qui sont en rouge. Donc effectivement, quand vous faites partie de l'Union européenne, vous avez pour mission de développer l'ensemble de l'Union. Vous avez donc pour mission aussi de permettre à l'ensemble de l'Union d'acheter vos produits. Et pour ça, il faut qu'elle se développe, il faut qu'elle s'enrichisse. Donc l'argent anglais allait en grande partie aider l'Est de l'Europe et le Sud de l'Europe. Oui, mais l'Angleterre leur vend aussi. Donc la grande inconnue du Brexit, c'est ça. Ils vendront moins, puisqu'il y aura maintenant des droits de douane, et puis ils ne font plus partie du marché commun, qui leur vendra aussi à eux moins. On estime qu'il y aura d'ailleurs une grande crise économique, alors même s'il n'y avait pas eu le Covid, qu'il y aurait une grande crise économique au Royaume-Uni suite à ce départ de l'Europe, sans que personne ne puisse savoir, puisque c'est la première fois dans l'histoire de la construction européenne qu'un pays en sort, sans que qui que ce soit puisse savoir exactement les conséquences à moyen ou à long terme que cette sortie va avoir. Donc vraiment un coup de poker là, par les Anglais lors de leur sortie. Donc ce qui veut dire une chose très claire, ça veut dire que quand vous êtes membre de l'Union européenne, vous devez normalement d'organiser la zone tout entière du point de vue économique et du point de vue politique, de telle sorte à ce que ce marché commun puisse fonctionner et que l'ensemble des économies des pays de ce marché commun puissent vraiment fonctionner avec un système d'achat et de vente entre les pays qui soit le plus intéressant possible pour l'ensemble de l'Union. Donc voilà pour le Brexit, la première sortie d'un pays de la construction européenne. Ce qui nous amène à notre tableau final,
il y a bien des difficultés et des points forts dans l'Union européenne. Alors, comme on l'a dit, les difficultés d'abord. La politique européenne de sécurité et de défense avec donc l'armée européenne est un échec. Il n'y a pas d'armée européenne. Les pays, on l'a vu, n'ont pas voulu se délester de leur propre armée pour créer une armée de l'Europe parce qu'ils ne voulaient pas avoir à soutenir éventuellement un autre pays d'Europe dans une guerre qu'ils n'auraient eux pas voulu. Il n'existe qu'un petit embryon d'armée européenne qui s'appelle l'Eurocorps, qui est composé de quelques milliers de soldats à peine, juste pour faire croire. Deuxième grande difficulté de l'UE, le Brexit. Certains pays refusent d'appliquer les décisions européennes et cherchent à sortir de l'UE. C'est la première fois que ça marche. Et vous avez aussi eu des crises économiques de certains pays moins riches, la Grèce, mais également tout l'Est de l'Union, les anciens pays du bloc de l'Est qui sont moins riches. Donc ça, c'est les difficultés. Vous voyez, politiquement, c'est pas très fort. On a souvent dit que l'Union européenne était un géant économique et un nain politique. Donc, petite puissance politique, mais grande puissance économique, comme on va le voir maintenant, parce qu'il y a des points de force. Puissance économique mondiale de l'Union européenne. Donc, grâce à ce qu'on a vu, grâce à l'organisation économique depuis la CECA, en passant par le traité de Rome, la CE, puis par l'UE, première puissance économique mondiale dans le domaine industriel, deuxième dans le domaine agriculturel et la deuxième monnaie mondiale, juste derrière le dollar, l'euro. Donc l'UE, c'est une puissance économique mondiale. L'UE, elle met en place 55% de l'aide mondiale au développement, même pour d'autres zones du monde. Elle a un rayonnement culturel avec son patrimoine historique. Et ça a aussi des conséquences économiques, puisque plus que, c'est compliqué à dire, ça, 50% du tourisme mondial a lieu dans l'Union européenne et elle incarne des valeurs de démocratie et de droits de l'homme. N'oubliez pas que grâce à cette construction européenne, ça a été donc la fin des guerres et des grandes dictatures européennes comme celle d'Hitler au milieu du XXe siècle. Donc vous avez bien des points forts. Ces points forts sont surtout économiques. Les difficultés sont surtout politiques parce que les pays d'Europe, comme on l'a maintenant de nombreuses fois dit, n'ont pas voulu déléguer leur puissance à l'Union et ont créé un système extrêmement complexe d'organisation politique qui est peu fonctionnel. Donc voilà, si vous faites le total, il y a bien 3 périodes de construction européenne. Une période de la CECA de 51-57, une période de la CEE de 57 à 92 et une période de l'UE de 92 à, on ne sait pas, à maintenant, avec nos 27 États membres, 28 moins le Royaume-Uni à partir du Brexit. Donc, voilà où on en est. Il est évident que tout ceci va être soit amenuisé dans ses réalisations par les conséquences de l'épidémie Covid actuellement et par exemple d'une non-volonté des pays du nord de l'Europe comme l'Allemagne ou les Pays-Bas d'aider les pays du sud de l'Europe et les relations pourraient alors se distendre avec des conséquences sur l'organisation de l'Union européenne, soit on va assister à une Union européenne qui se ressoude et qui va dans ces cas-là peut-être politiquement arriver à avoir une organisation plus fonctionnelle. Je ne sais pas quelle organisation se mettra en place dans l'Union européenne à la fin de la crise qui actuellement nous occupe. Ça, vous le verrez et nous le verrons tous en même temps avec la fin de l'année 2020 et l'année 2021 qui va suivre. Donc voilà la fin de notre étude sur l'Union européenne en tant que telle dans sa construction. Ce qui va nous intéresser à partir de maintenant, dans très certainement encore 1 à 2 vidéos, c'est quelle est la place de la France dans cette Union européenne. Parce que vous allez voir que cette Union européenne, elle a besoin d'un moteur et la France a été souvent moteur de l'avancée de l'Union en partenariat avec ce qu'on appelle le binôme, le couple franco-allemand. Voilà, mais ça c'est pour la semaine prochaine. D'ici là, comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne journée, la meilleure possible et je vous dis portez-vous bien.